En 2003, des chercheurs de l'Organisation du Commonwealth pour la recherche scientifique et industrielle, l'Agence nationale des sciences australiennes, connue sous l'acronyme CSIRO, ont fixé une balise satellite sur une grande femelle adulte en bonne santé d'un grand requin blanc au large de la côte sud-ouest de l'Australie occidentale. Le requin mesurait 2,74 mètres de long, soit 9 pieds, dans les unités qu'ont toujours utilisées les médias grand public. C'était une femelle adulte pleinement mature, en excellentes conditions, se situant dans la tranche haute de la fourchette typique pour les adultes de cette espèce. Elle a été balisée dans le cadre du programme de surveillance continue du CSIRO portant sur les populations de grands requins blancs le long des côtes australiennes, un programme lancé au début des années 2000 qui produisait alors certaines des données comportementales les plus détaillées jamais recueillies sur des prédateurs marins. La balise utilisée était une balise archivante à émission satellite, à détachement programmé, appelée balise PAT dans le jargon courant du terrain. Les balises PAT sont les véritables piliers de la recherche sur les grands prédateurs marins. Elles enregistrent la profondeur, la température de l'eau et la lumière ambiante à intervalles définis, restent fixées pendant une durée déterminée, puis se détachent automatiquement, remontent à la surface et transmettent leurs données archivées au réseau de satellites Argo. Elles ne transmettent rien en temps réel pendant leur déploiement. Toutes les informations sont conservées en mémoire interne, jusqu'au moment de la remontée en surface. C'est précisément pour cette raison que les résultats issus des programmes à balise PAT parviennent souvent aux chercheurs plusieurs mois après que les événements enregistrés ont eu lieu. Le requin, plus tard surnommé Alpha dans les documentaires qui entoureront son cas plus d'une décennie après, s'est éloigné dans les eaux de l'océan Indien et les eaux côtières de l'océan Austral, au large de l'Australie occidentale. Elle a fait ce que font les grands requins blancs balisés. Elle a parcouru de grandes distances. Elle s'est nourrie. Elle a plongé. La balise fixée sur sa zone dorsale enregistrait tout, seconde après seconde, dans sa mémoire interne. 4 mois plus tard, la balise a été retrouvée sur une plage proche de Bremer Bay, sur la côte méridionale de l'océan Austral, en Australie occidentale, à environ 515 km au sud-est de Perth. Le mécanisme de largage s'était déclenché comme prévu. Le système Argo avait localisé sa position. Une équipe de récupération l'a récupéré et a téléchargé 4 mois de données archivées. Ce que contenaient ces données représente, selon tout critère scientifique raisonnable, l'un des enregistrements les plus importants jamais produits par un seul instrument sur le comportement d'un prédateur marin. Pendant la majeure partie de la période de surveillance, la balise avait enregistré une vie normale de grands blancs, des profils de plongée conformes au comportement connu de l'espèce, des variations de température cohérentes avec les eaux tempérées à fraîches qu'Alpha traversait. Le genre d'observation routinière que des milliers de balises PAT ont produit à partir de milliers de prédateurs marins au cours des 2 dernières décennies. Puis, à un moment précis dans ces 4 mois d'enregistrement, les données ont changé du tout au tout. La première chose que la balise a enregistrée était une brusque élévation de température. La température ambiante de l'eau à la profondeur à laquelle Alpha évoluait juste avant l'événement était d'environ 7,8 degrés Celsius, soit environ 46 degrés Fahrenheit. Cette eau froide était typique de l'océan austral en profondeur à cette saison. En l'espace de quelques minutes selon la résolution de la balise, la température a grimpé à environ 25,5 degrés, soit environ 78 degrés Fahrenheit, une variation de près de 30 degrés Fahrenheit, bien au-dessus de la température des eaux environnantes. Le seul environnement capable de maintenir une telle chaleur à cette intensité en pleine mer et en profondeur est la cavité interne d'un grand animal. La balise avait été avalée. La deuxième chose que la balise a enregistrée concernait le profil de profondeur qui a suivi. L'animal qui la transportait, avec Alpha vraisemblablement à l'intérieur, a plongé rapidement depuis les eaux de surface jusqu'à environ 580 mètres, soit 1900 pieds, en très peu de temps. La vitesse de plongée ne correspondait pas à celle d'un grand blanc en descente normale. Elle correspondait, en revanche, à celle d'un animal bien plus imposant, se déplaçant avec intention, après avoir consommé une proie en surface ou dans des eaux peu profondes. La balise passa ensuite de longues heures en profondeur, à l'intérieur de quelque chose, à une température anormalement élevée. Cette température intérieure se maintenait dans la plage caractéristique d'un estomac en pleine digestion. L'animal finit par remonter vers des eaux moins profondes.
À un moment donné, la balise traversa le système digestif, fut expulsée ou régurgitée, puis remonta lentement vers la surface. Le mécanisme de libération programmée s'enclencha finalement. Le système Argo la localisa. C'est sur une plage proche de Bremer Bay que se termina ce périple de 4 mois. Rien dans ces données n'était sujet à interprétation. La signature thermique était sans équivoque. Le profil de profondeur était sans équivoque. La durée pendant laquelle la température était restée élevée, suffisamment longue pour qu'une digestion partielle se produise, était sans équivoque. Alpha, une femelle grand blanc adulte en bonne santé mesurant environ 2,7 mètres, avait été dévorée. Pendant plus de 10 ans, cette affaire demeura dans la littérature scientifique sans jamais faire l'objet d'un traitement populaire définitif. Elle était connue parmi les biologistes spécialistes des requins, évoquée lors de conférences et intégrée dans le tableau plus large de la prédation intraspécifique que les chercheurs reconstituaient peu à partir d'analyses de contenus stomacaux, d'observations directes et d'autres travaux de marquage. L'histoire complète n'atteignit le grand public qu'en 2014, lorsque le réalisateur australien David Riggs produisit un documentaire d'investigation pour la chaîne Smithsonian Channel intitulé Hunt for the Super Predator. L'expression la plus associée à cette affaire depuis lors est celle de Colossal Cannibal Great White Shark. Elle est tirée de ce documentaire. La voix scientifique principale du documentaire était celle de John Macoser, chercheur senior de longue date à la California Academy of Sciences et l'un des spécialistes du grand blanc les plus respectés de sa génération. L'analyse des données réalisée par Macoser et l'hypothèse scientifique centrale du film aboutissaient à une réponse précise à la question de ce qui avait dévoré Alpha. Le prédateur, selon les éléments disponibles, était un autre grand blanc, mais de bien plus grande taille, environ 5 mètres de long, soit 16 pieds, pour plus de 2 tonnes. L'animal avait tendu une embuscade à Alpha en profondeur, l'avait neutralisé en une seule attaque, l'avait ingéré, puis avait plongé jusqu'à 580 mètres de fond. Là, il avait digéré son repas pendant plusieurs heures avant de remonter vers des eaux moins profondes. C'est la conclusion que soutiennent les données disponibles. Ce n'est pas la conclusion la plus populaire dans les discussions culturelles autour de cette affaire. La version qui tend à dominer la couverture médiatique grand public, selon laquelle un prédateur apex inconnu, peut-être un animal de type mégalodon encore en vie, rôderait dans les abysses et s'en prendrait occasionnellement à des grands blancs adultes, est celle qui génère les vues et les clics. Ce n'est pourtant pas celle vers laquelle pointent les données. Il vaut la peine d'examiner pourquoi les données écartent les autres hypothèses. C'est précisément ce qui rend la véritable réponse importante en elle-même. La première grande alternative envisagée était celle des orques, prédateurs documentés du Grand Blanc. Les événements survenus en 2017 à Gans Bay, sur la côte sud-ouest de l'Afrique du Sud, ont établi ce lien de façon indiscutable. En mai 2017, 2 grands blancs s'échouèrent sur la plage de Gans Bay avec le foie prélevé avec une précision chirurgicale, une forme ciblée d'attaque que les analyses médico-légales ultérieures attribuèrent à 2 orques mâles surnommés Port et Starboard. Les conséquences de ces attaques sur la population locale de grands blancs furent telles que les requins désertèrent la région de Gans Bay pour des durées sans précédent. La simple présence perçue d'une paire d'orques suffit à modifier le comportement des grands blancs à l'échelle d'une population entière. Les orques sont donc de véritables prédateurs du grand blanc. L'événement alpha représente, à bien des égards, une version antérieure et moins bien documentée du même phénomène que les incidents de Gans Bay rendraient plus tard célèbres. La première question à laquelle les données doivent répondre est de savoir si des orques auraient pu s'en prendre à alpha. Les relevés de température les excluent d'emblée. Les orques sont des mammifères marins. Leur température corporelle centrale est d'environ 36 à 37 degrés Celsius, soit 97 à 98 degrés Fahrenheit. Elle est maintenue de façon constante grâce à la thermorégulation propre aux mammifères. Or, la lecture de température interne de la balise après l'événement était de 25,5 degrés Celsius, soit 78 degrés Fahrenheit. C'est plus de 20 degrés Fahrenheit en dessous de la température corporelle d'une orque. Si la balise s'était trouvée à l'intérieur d'une orque, elle aurait indiqué environ 98 degrés Fahrenheit, et non 78. Cet écart dépasse largement la marge d'erreur de mesure. Une valeur de 78 degrés Fahrenheit est incompatible avec la température interne de tout mammifère marin. En revanche, elle correspond parfaitement à la température interne d'un grand poisson. Les grands blancs ne sont pas strictement à sang froid. Ce sont des endothermes régionaux,
une caractéristique qu'ils partagent avec les thons et certains autres grands poissons pélagiques. Grâce à des adaptations circulatoires spécialisées, ils peuvent maintenir certaines températures internes au-dessus de celles de l'eau environnante. La température interne d'un grand blanc, dans les tissus musculaires actifs et digestifs, se situe généralement entre 14 et 25 degrés Celsius. C'est bien au-dessus de la température ambiante de l'eau et bien en dessous de la température centrale d'un mammifère. Ce constat est parfaitement cohérent avec ce qu'a enregistré la balise d'Alpha. Les données de profondeur apportent une contrainte supplémentaire. La balise a plongé jusqu'à environ 580 mètres. Les orques plongent effectivement en profondeur, mais les plongées d'alimentation documentées restent généralement bien moins profondes que cela. Une descente à environ 579 mètres, maintenue pendant toute la durée enregistrée par la balise, ne correspond pas au comportement habituel des orques. En revanche, cela entre tout à fait dans la plage connue des Grands Blancs. D'autres études de balisage ont en effet enregistré des Grands Blancs atteignant des profondeurs similaires, voire supérieures. Le troisième faisceau de preuves concerne le mode de consommation. La prédation des orques sur les Grands Blancs, comme l'ont montré les cas de Gansby, obéit à une signature comportementale bien précise. Les orques de type comportemental Port et Starboard placent le grand blanc dans une position de vulnérabilité avant de cibler le foie, un organe volumineux riche en lipides que les orques semblent particulièrement rechercher comme source de nourriture. Ce schéma laisse une trace forensique caractéristique. Le reste du requin est souvent abandonné, le corps généralement intact, à l'exception de l'incision liée au retrait du foie. Alpha n'a pas été neutralisée de cette façon, elle a été avalée entière, ou presque. La balise est restée à l'intérieur du système digestif du prédateur pendant des heures, soumise à un processus de digestion qu'une prédation ciblant un organe spécifique par un mammifère n'aurait pas produit. C'est sur cela que repose la conclusion du documentaire. Il ne s'agit pas de spéculation. C'est la convergence de 3 lignes de preuves indépendantes, température, profondeur et mode de consommation, qui pointent toutes dans la même direction, vers une espèce connue, vers un grand blanc, vers la même espèce que la victime. C'est ce qui rend le cas d'Alpha important en lui-même. C'est aussi ce qui, dans une version honnête des faits, rend inutile tout cadrage à la manière du mégalodon. La taille maximale vérifiée d'un grand blanc est d'environ 6 mètres, soit à peu près 20 pieds. Les individus les plus grands mesurés de manière fiable avoisinent les 6,4 mètres. L'animal d'environ 5 mètres vers lequel pointent les données d'Alpha se situe bien dans la plage documentée de l'espèce. Il n'est pas nécessaire de faire appel à une espèce inconnue, à un prédateur disparu, ni à quelque hypothèse biologique que ce soit. Il suffit simplement d'admettre que la population de grands blancs comprend des individus atteignant les dimensions les plus élevées de leur fourchette documentée, et que ces individus chassent et consomment parfois des congénères plus petits qu'eux. Des grands blancs de 6 mètres existent bel et bien. Nous les avons filmés. L'exemple le plus célèbre est un individu surnommé Deep Blue. Repéré pour la première fois près de l'île Guadeloupe, au large des côtes mexicaines, en 2013 et 2014, Deep Blue mesure environ 6,1 mètres de long, soit 20 pieds. On estime qu'elle a environ 50 ans, qu'elle est de sexe féminin, et qu'elle était probablement gestante au moment des images les plus connues. Des plongeurs l'ont filmée directement dans l'eau, à ses côtés. Les vidéos existent, sa taille est confirmée. Deep Blue est réelle, observée encore récemment, et représente ce que l'espèce est capable de produire à son niveau le plus élevé. D'autres grands blancs de cette catégorie ont été documentés ou fortement supposés à partir de mesures indépendantes au fil des années. L'espèce atteint cette taille, pas fréquemment, pas dans toutes les populations, mais de manière vérifiable. Ce que le cas alpha suggère, c'est qu'un animal comparable à Deep Blue, un adulte pleinement développé, au sommet de la fourchette de taille, aurait rencontré une femelle de 2,7 mètres de sa propre espèce dans les eaux côtières du sud de l'Australie occidentale, l'aurait neutralisée en une seule attaque et l'aurait ingérée entièrement. Le prédateur et la proie appartenaient à la même espèce. Le prédateur était 2 fois plus grand que la proie. L'événement s'est produit en profondeur dans des eaux froides, loin de tout regard. Le fait qu'aucun être humain n'ait rien observé constitue l'un des éléments les plus significatifs de cette affaire. La côte ouest australienne n'est pourtant pas dépourvue de surveillance. Le programme de balisage du CSIRO était en activité depuis plusieurs années déjà. Le réseau australien de surveillance des requins maintient environ 34 récepteurs acoustiques le long du littoral
capable de détecter en temps réel les requins marqués et de déclencher des alertes publiques. Les eaux entourant Bremer Bay comptent parmi les zones marines à prédateurs les plus actives de tout le territoire australien. Elles ont été étudiées. Elles continuent de l'être. Durant les 4 mois qu'a duré le déploiement de la balise d'Alpha, avec toute cette infrastructure scientifique en fonctionnement, l'événement qui a défini son historique de marquage s'est produit entièrement hors caméra, loin de tout récepteur acoustique et en dehors de toute portée d'observation humaine. La balise était le seul témoin. Les données ont été récupérées sur une plage 4 mois après les faits. Sans elles, personne n'aurait jamais su qu'il s'était passé quoi que ce soit. Alpha n'aurait été qu'un grand requin blanc, marqué dont la balise n'aurait jamais transmis le moindre signal, un résultat loin d'être rare dans la recherche sur les prédateurs marins, généralement attribué à une défaillance de la balise, à la mort de l'animal ou à un problème de mécanisme de libération. C'est précisément parce que sa balise a bien transmis et transmis quelque chose d'aussi précis que cette affaire a acquis une portée scientifique réelle. La véritable implication de tout cela est justement ce que le cadrage populaire autour du mégalodon tend à obscurcir. Ce que le cas d'Alpha révèle, c'est que la prédation intraspécifique chez les grands requins blancs, le cannibalisme au sens technique du terme, se produit à des échelles et des fréquences que les recherches antérieures n'avaient pas pleinement saisies. Les grands requins blancs de grande taille se nourrissent de spécimens plus petits. Ce phénomène a été documenté dans les analyses de contenus stomacaux de nombreux individus issus de plusieurs populations différentes, et ce depuis des décennies. Les jeunes grands requins blancs sont connus pour être cannibalisés par les adultes dans certaines populations. Ce que le cas d'Alphaz a étendu, c'est la taille à laquelle ce comportement se manifeste. Un grand requin blanc de 2,70 m n'est pas un juvénile. Elle était elle-même un adulte pleinement mature, un prédateur de premier rang capable de chasser et de consommer les proies qui constituent l'essentiel du régime alimentaire du grand blanc. Par tout critère raisonnable, elle représentait un danger réel, et pourtant elle a été dévorée par un membre de sa propre espèce dont la taille était environ 2 fois supérieure à la sienne. L'événement Alpha est, du moins selon les archives publiées, le premier cas de prédation scientifiquement documenté, impliquant un grand blanc adulte marqué. Les attaques d'orques à Gansbaai, en 2017, constituaient la deuxième catégorie. Entre ces deux événements, plus d'une décennie s'est écoulée sans qu'un cas équivalent ne soit consigné dans la littérature scientifique. Cela pourrait refléter un taux de base peu élevé pour ce type d'événement. Cela pourrait aussi traduire la difficulté inhérente à documenter un tel incident lorsque la balise est le seul témoin possible et que les faits se déroulent en profondeur. Il s'agit probablement d'une combinaison des deux. Ce que cela ne reflète pas, au vu des données disponibles, c'est l'activité d'une espèce inconnue. Les données sont cohérentes en elles-mêmes avec ce que l'on sait déjà des capacités des grands blancs. La biologie nécessaire pour expliquer le coalpha est celle d'une espèce documentée agissant à la limite supérieure de ses capacités connues. Invoquer le mégalodon ou un prédateur abyssal inconnu de classe similaire pour expliquer ces données reviendrait à introduire une entité pour laquelle il n'existe aucune autre preuve, et ce, afin d'expliquer des mesures qu'une espèce connue peut déjà pleinement justifier. C'est la version du rasoir d'A à M qui s'applique ici. L'explication la plus parcimonieuse reste un autre grand blanc. Il vaut la peine d'être précis sur les arguments biologiques contre l'hypothèse du prédateur abyssal inconnu. L'Otodus mégalodon était un animal bien réel. Son existence est attestée par un vaste registre fossile mondial, notamment les immenses dents que l'on retrouve encore dans les dépôts côtiers et que l'on remonte des plateaux continentaux aux 4 coins de la planète. L'espèce s'est éteinte il y a 3,6 millions d'années, à la fin de l'époque du Pliocène. Cette extinction est confirmée par des analyses biogéographiques mondiales, par des données isotopiques, ainsi que par la disparition progressive des dents de mégalodon dans les dépôts sédimentaires du monde entier après la date concernée. Le mégalodon n'était pas non plus une espèce des grands fonds. Le registre fossile l'ancre clairement dans les eaux côtières chaudes. Ses proies privilégiées, principalement de grands mammifères marins, dont les premières baleines étaient elles aussi des animaux des zones côtières tempérées. L'idée populaire selon laquelle le mégalodon se serait réfugié dans les profondeurs océaniques pour y survivre jusqu'à aujourd'hui va à l'encontre de toute logique biologique. Les grandes profondeurs sont globalement froides et pauvres en ressources. Elles accueillent des types bien précis de prédateurs marins au sommet de la chaîne alimentaire. Des requins dormeurs, des requins exanchiformes, certains céphalopodes.
Aucun n'approche la taille d'un mégalodon. Les plus grands poissons prédateurs des profondeurs jamais vérifiées sont d'un ordre de grandeur inférieur à celui du mégalodon. Il n'existe aucune niche écologique dans l'océan profond moderne capable de soutenir une population de cette envergure. Il n'y a aucune preuve observationnelle, ni marque de morsure sur des carcasses de baleines, ni signature d'appauvrissement des populations de proies, ni spécimens échoués permettant d'affirmer qu'une telle population existe. L'argument plus général selon lequel l'océan est en grande partie inexploré et pourrait abriter des espèces inconnues est fondé, mais sa portée reste limitée. Environ 80% des fonds marins n'ont pas encore été cartographiés en haute résolution. Seulement environ 5% du volume océanique a fait l'objet d'une observation visuelle directe, que ce soit par des plongeurs humains ou par des engins télécommandés. Ces chiffres sont exacts, et ils continuent, année après année, de permettre la découverte de nouvelles espèces. Les nouvelles espèces identifiées appartiennent en grande majorité au monde microbien, aux petits invertébrés, aux poissons des grandes profondeurs à faible valeur commerciale et à des formes occasionnellement reclassées au sein de groupes déjà répertoriés. Aucune nouvelle espèce de vertébrés marins au sommet de la chaîne alimentaire n'a été décrite dans les océans depuis la découverte en 1976 du requin grande gueule ou Megasasma pelagio. Même ce requin grande gueule, un grand filtreur et non un prédateur apex au sens trophique du terme, a désormais été observé à plus de 250 reprises à travers le monde. Le schéma des découvertes marines récentes ne permet pas d'étayer l'existence de prédateurs apex inconnus à l'échelle du mégalodon. Il confirme plutôt une exploration continue du côté des organismes petits et microscopiques, là précisément où se situent les véritables lacunes taxonomiques encore inexplorées. Ce que l'affaire Alpha révèle en réalité est quelque chose que, formulé honnêtement, dépasse en portée la version mégalodon. Le prédateur marin le plus redoutable de l'océan actuel fait face à des rivaux issus de sa propre espèce. Les grands blancs adultes, appartenant à la tranche supérieure de leur gamme de taille, s'en prennent parfois à d'autres grands blancs adultes, un phénomène que le grand public n'a pas encore pleinement intégré. Ces comportements se produisent en profondeur, dans des conditions inaccessibles à la surveillance humaine en surface. Ces événements ne laissent aucune trace visible, sauf lorsqu'un individu équipé de balises est impliqué, ce qui concerne une infime fraction de la population mondiale de grands blancs à un moment donné. La proportion d'individus atteignant l'extrémité supérieure de la gamme de taille, soit environ 6 mètres, demeure très faible. Deep Blue est célèbre en partie parce que des individus comme elle sont suffisamment rares pour que chacun finisse par recevoir un nom dans les archives filmées. La plupart n'ont jamais été filmés, ni même équipés de balises. Il arrive qu'un certain nombre d'entre eux, sur des fréquences de rencontres que l'on ne connaît pas encore précisément, croisent de plus petits représentants adultes de leur propre espèce et les traitent comme un grand blanc traiterait n'importe quelle grande proie. Quand cela se produit, l'événement qui en résulte est, dans sa forme fondamentale, indiscernable de ce que la balise alpha avait enregistré en 2003. Une hausse de température, une descente rapide vers 580 mètres, une période de digestion à la température interne du poisson, puis le passage progressif des matières non digestibles, dont, dans le cas d'alpha, la balise elle-même, la remontée en surface, la dérive vers le rivage, et enfin l'arrivée sur une plage, des semaines ou des mois plus tard, là où les données deviennent enfin récupérables. La fréquence à laquelle cela se produit au sein de la population mondiale de grands blancs reste la grande question. Nous ne disposons pas encore d'un échantillon suffisant pour y répondre. Le cas d'alpha constitue un seul point de données. Les cas Gansby appartiennent à une catégorie d'événements distincts, impliquant un prédateur différent. Le maintien du programme de balisage du CSIRO en Australie, ainsi que les programmes comparables menés par d'autres organismes en Californie, en Afrique du Sud, en Méditerranée et ailleurs, produisent progressivement l'ensemble de données qui pourraient, au cours des prochaines décennies, permettre d'estimer à l'échelle des populations les taux de prédation intraspécifiques. En attendant, nous savons que cela se produit. Nous connaissons le différentiel de taille auquel cela peut arriver. Nous n'en connaissons pas la fréquence. Les implications pour la dynamique des populations de grands blancs ne sont pas négligeables. Si une fraction mesurable de la mortalité des grands blancs adultes est attribuable à la prédation intraspécifique exercée par des individus plus grands, cela modifie le calcul des taux de mortalité naturels dont dépendent les modèles de population. Cela change également l'estimation de la durée de vie moyenne des individus.
et cela transforme la façon dont on devrait comprendre la structure de la population de cette espèce. Les implications quant à la manière dont cette espèce est représentée dans la culture populaire méritent elles aussi qu'on s'y attarde brièvement. Dans l'imaginaire collectif, façonné par un demi-siècle de cinéma et de télévision depuis les dents de la mer, le grand requin blanc est perçu comme le prédateur absolu des océans, au sommet de la chaîne alimentaire, sans adversaire naturel parmi les autres requins. Pourtant, l'affaire Alpha et l'ensemble des cas documentés de cannibalisme chez les grands blancs viennent bousculer cette vision. Au sein même de l'espèce, il existe une hiérarchie bien réelle. Une femelle adulte de 2,70 m représente une menace sérieuse pour presque tout ce qui peuple l'océan, mais elle n'est pas au sommet de sa propre espèce. Ce sommet appartient à un animal de 6 mètres qui, lors des rares rencontres entre eux, la traite exactement comme elle traiterait un phoque. L'espèce contient en elle-même, selon la taille de ses individus, à la fois des proies et des prédateurs. Le rôle que joue chaque individu dépend en grande partie des autres individus qu'il croise. C'est bien plus fascinant, tant sur le plan biologique que culturel, que n'importe quel récit sur la survie du mégalodon. Et surtout, c'est vrai, sans faire appel à une espèce disparue, à un prédateur inconnu des abysses, ni au moindre élément de cryptozoologie. La balise posée en 2003 prend alors une dimension particulière. Elle constitue la trace survivante d'un événement dont aucun humain n'a jamais été témoin, survenu entre deux membres de la même espèce de prédateur absolu, dans les eaux froides au large de la côte sud-ouest de l'Australie. La femelle de 2,70 m qui portait la balise n'a pas survécu. L'animal bien plus grand qui l'a intercepté, très vraisemblablement une femelle compte tenu de la répartition habituelle des tailles entre sexes chez les grands blancs, a survécu, lui. La balise a été le seul témoin silencieux de cet événement. Les données ont été retrouvées sur une plage près de Bremer Bay, 4 mois plus tard. La courbe de température, le profil de profondeur et la chronologie des faits sont désormais consignés dans la littérature scientifique. Il s'agit, pour autant que quiconque ait pu le déterminer, du premier enregistrement complet d'une prédation intraspécifique entre grands requins blancs, adultes jamais produits. Les documentaires de 2014 qui présentent cette affaire comme celle d'un grand requin blanc, colossal et cannibale, ont suscité autant de critiques que d'éloges. Certains estiment que le vocabulaire utilisé alimente l'appétit culturel pour les récits sensationnels sur les requins, une tendance dont l'espèce souffre depuis les dents de la mer. D'autres soutiennent au contraire que ce langage reflète fidèlement ce que les données indiquent réellement. Les deux positions ont leur part de vérité. Les données, elles, sont bien réelles. L'hypothèse selon laquelle le prédateur était un grand blanc de taille exceptionnelle représente la conclusion que ces données soutiennent le mieux. L'estimation de 5 mètres environ paraît scientifiquement raisonnable compte tenu de la plage de taille documentée pour l'espèce et de l'existence avérée d'individus comme Deep Blue. Ce qui pose davantage problème, c'est le cadre interprétatif qui s'est progressivement construit autour du cas Alpha dans les médias populaires moins rigoureux. Ce cadre présente l'événement comme la preuve de l'existence d'un prédateur, des abysses de type mégalodon inconnu. Or, les données de la balise Alpha sont, sur chaque paramètre mesurable, incompatibles avec ce qu'un tel prédateur produirait. Elles correspondent en revanche à une espèce connue. Le véritable mystère qui demeure n'est pas l'identité du prédateur. C'est la fréquence de ce comportement, les implications sur la dynamique des populations et la question plus large de l'ampleur de la prédation intraspécifique chez les grands blancs à travers le monde que nous n'avons actuellement aucun moyen de détecter. Ces implications, examinées honnêtement, sont bien plus significatives que n'importe quel récit de survie du mégalodon. Le prédateur le plus redoutable de l'océan moderne a des rivaux au sein de sa propre espèce, disséminés quelque part dans les bassins océaniques mondiaux en nombre inconnu. La balise Alpha constitue le premier enregistrement complet que nous possédons d'un tel événement. Il y en a probablement eu bien d'autres. Les conditions dans lesquelles ils surviennent, notamment la profondeur, les eaux froides, la faible visibilité et l'absence humaine, garantissent que la plupart ne seront jamais observés. Ce que dissimule l'océan profond n'est pas une espèce inconnue. Ce sont les activités ordinaires d'une espèce que nous croyons bien connaître, menées à des échelles et des fréquences que nous commençons à peine à mesurer. La balise de 2003 a soulevé le voile sur un événement précis. Ce voile s'est largement refermé depuis. Le requin qui portait la balise mesurait environ 2,75 m. Celui qui l'a englouti faisait le double. La même espèce,